L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 218. Mon invité ce soir est la climatologue Françoise Vimeux. L'hebdo politique. Françoise Vimeux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes climatologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au Plateau de Saclay. Et également, vous travaillez au labo Hydrosciences à Montpellier. Alors voilà pour la présentation. Le laboratoire sciences du climat et de l'environnement, LSCE, c'est donc au Plateau de Saclay. Je l'ai dit, c'est une unité mixte de recherche, CEA, CNRS, et l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été créé en 1998. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous présenter ce laboratoire ? Quels sont ses travaux ? Oui, alors c'est un laboratoire de 300 personnes environ qui travaillent à la fois sur le climat et l'environnement. Et sur la partie climat, on travaille beaucoup à comprendre comment le climat a évolué et a varié dans le passé et aussi comment le climat évolue aujourd'hui et dans le futur. Et c'est un laboratoire qui en fait utilise, pour faire simple, deux approches. Une approche basée sur les observations que l'on collecte sur le terrain et puis une approche de modélisation à la fois des climats passés et des climats futurs. Alors vous étudiez la variabilité et l'évolution du climat, vous l'avez dit, vous êtes donc une spécialiste du changement climatique. D'ailleurs, on entend aussi l'expression dérèglement climatique ou réchauffement climatique. Quelle est la bonne expression, celle qui a le plus de sens pour vous ? Alors la bonne expression, je dirais, c'est certainement changement climatique. Le mot changement, il inclut le mot dérèglement. Le mot réchauffement est un peu réducteur parce qu'en fait, lorsque le climat change, il n'y a pas que la température qui se modifie, il y a la température et puis ça a un impact sur un ensemble de variables météorologiques. Donc changement climatique, c'est un bon terme. En quoi consiste votre travail de climatologue au quotidien ? Sur quel sujet travaillez-vous ? Alors moi j'ai beaucoup travaillé à comprendre comment le climat a varié dans le passé, en particulier dans les régions tropicales. Et depuis quelques années, je travaille toujours sur les régions tropicales, mais je m'intéresse davantage à comprendre des processus atmosphériques qu'on connaît mal et qui sont reliés aux pluies. Par exemple sur les cyclones, sur les pluies de mousson ou encore sur les nuages d'orage, qui semblent des choses très simples, mais en fait il y a encore plein de processus qu'on connaît mal, qu'on représente mal, et donc on a un peu de difficulté à savoir comment ces processus vont évoluer dans un climat différent, un climat plus chaud. Alors, le mois dernier, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié un nouveau rapport sur la situation de notre planète. Alors avant de rentrer dans le détail avec vous, j'aimerais d'abord qu'on parle de cet organisme qui a été créé en 1988. Alors à quoi sert-il le GIEC et qui le compose ? Alors le GIEC, donc vous l'avez dit, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. C'est en fait un groupe qui travaille sous la houlette de l'Organisation des Nations Unies. Et le GIEC va répondre en fait à des commandes des gouvernements qui veulent savoir quel est l'état de nos connaissances sur le changement climatique et qui sont demandeurs d'avoir aussi des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Et donc le GIEC est constitué de plusieurs centaines de scientifiques qui vont candidater tous les 4 à 6 ans lorsqu'il y a des nouveaux rapports pour participer en fait à ces travaux. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le GIEC est séparé en 3 groupes. Donc le premier groupe, il va travailler sur les bases physiques du climat, vraiment à comprendre ce qui se passe en termes de changement climatique. Le deuxième groupe, qui a sorti son rapport il y a un mois, comme vous le disiez, lui va travailler sur les impacts du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation. Et puis le troisième groupe, dont le rapport va sortir début avril, va travailler sur ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire l'atténuation du changement climatique. Comment on atténue en fait ce réchauffement. Donc les 3 groupes, ça sont des spécialités de chacun ? Alors, dans chacun des groupes, vous avez plus de 200 scientifiques. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ces scientifiques, dans le cadre du GIEC, ne font pas de recherche par eux-mêmes. Ils vont faire la synthèse des travaux qui ont été publiés sur les dernières années. Et donc, ils vont apporter l'état des connaissances. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils vont faire cette synthèse, ils vont aussi faire une analyse de ce que l'on sait très bien, de ce que l'on sait bien, moyennement et pas du tout. Et d'ailleurs, dans le GIEC, dans les rapports du GIEC, il y a toujours des niveaux de
confiance qui sont associés à des affirmations, à des assertions. Par exemple, dans le volet 1 qui est paru l'été dernier, il y a un niveau de confiance de 100% sur le fait que le changement climatique que l'on vit depuis la fin du 19e siècle est dû aux activités humaines. Ce nouveau rapport dont on parle actuellement, donc c'est la partie 2 du 6e rapport du GIEC, des rapports d'évaluation. Alors, il y a eu 6 rapports déjà. À chaque rapport, quelle est la nouveauté ? Il y a des avancées, une mise à jour, une sorte de mise à jour des connaissances ? Alors, en fait, tous les 4 à 6 ans, il y a un nouveau rapport et bien sûr, les recherches évoluent. Donc, il y a des nouvelles connaissances, il y a des précisions qui sont apportées, il y a des aspects qu'on connaissait très mal il y a 30 ans, 20 ans et qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux. Il y a aussi la volonté, en termes de projection climatique, d'aller vers ce qu'on appelle la régionalisation, c'est-à-dire regarder plus en détail sur les territoires comment la température, comment les pluies vont varier. Et il y a aussi une amélioration des modèles pour réaliser ces projections climatiques. Donc oui, il y a des nouvelles connaissances, il y a des nouvelles précisions. Si on prend le volet 1, par exemple, de l'été dernier, il y a eu un nouveau chapitre sur les événements extrêmes. On a énormément progressé sur la connaissance de ces événements extrêmes et surtout sur leur attribution ou pas au changement climatique. Alors quand on pense au changement climatique, justement, on pense surtout aux fameuses émissions de gaz à effet de serre. Alors comment ces émissions ont-elles un impact sur la planète ? Alors en fait, c'est un phénomène assez simple que l'on connaît depuis longtemps. Plus vous mettez de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ou comme le méthane dans l'atmosphère, et plus en fait votre atmosphère est capable de conserver la chaleur qui est émise par la surface de la Terre. Ça agit en quelque sorte un petit peu comme une couverture, et donc on va réchauffer les basses couches de l'atmosphère. Donc ça... Mais il faut savoir que cet effet de serre, c'est un processus naturel. S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de manière naturelle, il ferait vraiment très froid à la surface de notre planète, aux alentours de moins 18 degrés. Le fait qu'il y ait un effet de serre naturel, ça permet d'avoir une température moyenne à la surface de la Terre de 15 degrés. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de rajouter des gaz à effet de serre par les activités humaines, et donc automatiquement, on augmente la température moyenne de notre planète. Et donc en 2021, cette température a augmenté déjà de plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, les accords de Paris ont fixé un objectif de ne pas dépasser les plus 1,5 degrés. Pourquoi ce chiffre ? Pourquoi Alors deux choses. Le chiffre de 1,1 degré, c'est une anomalie de température sur les 10 dernières années, pas seulement 2021, par rapport à la deuxième moitié du 19e siècle, donc 1850-1900. Ensuite, le chiffre de 1,5 degré, il a été déterminé lors des accords de Paris en 2015. L'idée était de savoir quel est le degré de réchauffement acceptable, et il y a eu à l'époque beaucoup de discussions entre 1,5 et 2 degrés. Et en fait, ce sont les États insulaires qui sont particulièrement vulnérables à la montée du niveau des mers, qui ont demandé à ce qu'on travaille sur quels seraient les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre à suivre pour ne pas dépasser 1,5 degré. Et donc la barre a été mise à 1,5 et non pas à 2 degrés. Alors ce rapport dont on parle, c'est le groupe de travail 2 qui l'a rédigé, celui qui s'intéresse donc aux impacts du changement climatique ainsi qu'aux enjeux d'adaptation et de vulnérabilité. Alors selon ce rapport, entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes vivent dans un contexte de forte vulnérabilité au changement climatique. Alors ça représente presque un humain sur 2. Quels sont les messages forts que vous avez retenus de ce rapport ? Alors de ce volet 2, il y a plusieurs messages forts. Le premier message, c'est de rappeler que le changement climatique, il a déjà aujourd'hui des impacts, et que ces impacts, ils se généralisent et ils s'intensifient, si bien que d'ici quelques années à quelques décennies, il n'y aura plus aucun territoire à la surface du globe qui sera épargné par les impacts du changement climatique. Ensuite, le second message fort, je pense qu'on rentrera dans les détails après, mais c'est de dire que l'adaptation aujourd'hui au changement climatique, elle est nécessaire, elle existe, mais elle n'est pas suffisante face à la rapidité du changement climatique. Et puis aussi, cette adaptation, elle a des limites. Elle est difficile, elle devient très complexe au-delà d'un réchauffement de 1,5 ou 2 degrés, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes sur des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui nous emmènent à environ plus 3 degrés à la fin du siècle. Et puis, je crois qu'il y a des notions importantes dans ce rapport qui dit que les impacts du changement climatique, c'est à la fois sur les sociétés humaines, mais sur les écosystèmes aussi. Que l'adaptation
elle peut avoir des co-bénéfices à la fois en termes d'adaptation au changement climatique, mais en termes d'équité et de justice sociale. Et puis, ce rapport fait aussi un constat assez affligeant sur ce qu'on appelle la maladaptation. C'est-à-dire que des fois, on va mettre en place des adaptations qui vont s'avérer efficaces sur le très court terme, mais qui vont s'avérer une catastrophe sur le long terme. Alors donc, premier point du rapport, donc il compare différents continents. Oui. Quelles sont les zones géographiques donc, les plus vulnérables, qui sont les plus en danger selon ce rapport ? Oui, alors dans ce rapport, il y a ce qu'on appelle des hotspots, c'est vraiment des régions particulièrement vulnérables, même si toutes les régions vont être vulnérables à un moment donné. On parle de la région de la Méditerranée, qui est soumise et qui va être soumise à des événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses ou même les pluies diluviennes. On le voit sur notre territoire avec ces événements méditerranéens qui apportent des pluies diluviennes sur le sud de la France. On parle de l'Arctique, parce que on sait que le réchauffement climatique est accentué sur les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Et puis on parle après de certaines régions de l'Amérique du Sud, comme le bassin amazonien, certaines régions sur le continent africain et certaines régions en Asie. Vous m'avez parlé des îles insulaires aussi, qui sont particulièrement Oui, particulièrement vulnérables. Les petites îles et ce qu'on appelle les zones de basse altitude, avec une altitude inférieure à 10 mètres, qui sont particulièrement vulnérables à la montée du niveau des mers. On peut rappeler qu'aujourd'hui, en moyenne, l'augmentation du niveau de la mer, c'est 20 cm, et on a des fourchettes pour les projections qui vont de 40 cm à 1 mètre. Et donc là, c'est vraiment des choses très compliquées à gérer. On a parlé des zones les plus vulnérables, mais pour les zones qui sont un peu moins vulnérables, justement, est-ce que ça veut dire que ces zones sont déjà tirées d'affaire ou que pas du tout, au contraire ? Alors, pas du tout. En fait, il n'y a pas vraiment de zone tirée d'affaire. Je vais vous donner un exemple. Il y a un territoire très commun qui a été pointé dans ce rapport comme étant particulièrement vulnérable, c'est les villes. Et les villes, vous en avez partout. Sachant qu'à partir de 2050, on estime qu'il y aura 2/3 de la population qui vivra dans des villes. On voit ces territoires... 2050. Et ces territoires sont vulnérables aux vagues de chaleur, aux inondations parce que c'est complètement bétonné, les vagues de chaleur parce que évidemment vous avez l'effet îlot de chaleur qui est dû au fait que vous avez des bâtiments qui absorbent la chaleur et puis qui ensuite la rejettent. Et donc moi je dirais qu'il n'y a pas de territoires qui sont sortis d'affaire, au contraire. Alors les événements extrêmes, canicules, tempêtes, tsunamis, éruptions volcaniques ou encore inondations sont-ils vraiment plus fréquents ces derniers moments? Alors quand on parle d'événements extrêmes en termes de climat, on va parler de vagues de chaleur, de sécheresse et de pluies diluviennes. Alors oui, en fait, on sait que avec un océan plus chaud et une atmosphère plus chaude, on vient exacerber ces événements extrêmes, à la fois en termes d'intensité, en termes de fréquence et par exemple pour les vagues de chaleur en termes de durée. Et on pense aussi que ces vagues de chaleur, elles pourraient être beaucoup plus précoces ou beaucoup plus tardives. D'ailleurs, on en a eu un exemple en 2019 en France avec la canicule de juin. Voilà, donc oui, ces événements extrêmes vont être beaucoup plus fréquents, beaucoup plus intenses et on s'attend aussi à avoir ce qu'on appelle des événements extrêmes composites, c'est-à-dire des événements extrêmes type vagues de chaleur et sécheresse qui vont arriver en même temps et dont les conséquences vont être difficiles à gérer. Comment est-ce que vous travaillez, vous, sur ces événements ? Alors, personnellement, je ne travaille pas sur les événements extrêmes, mais mes collègues qui le font, en fait, se posent beaucoup la question aujourd'hui de, lorsqu'un événement extrême arrive, est-ce qu'on peut l'attribuer au changement climatique ? Est-ce que le changement climatique explique cette pluie diluvienne ? Et donc, en fait, on regarde si cet événement extrême aurait pu arriver dans un climat non modifié. Et donc, on prend exactement les mêmes conditions météorologiques, et puis on demande au modèle, là j'ai un climat non modifié par l'homme, là j'ai un climat modifié par l'homme. Est-ce que cet événement extrême arrive ? Et si oui, est-ce qu'il aurait été aussi intense ? Alors deuxième message fort de ce rapport, selon lui, le changement climatique affecte à la fois les sociétés humaines et les écosystèmes. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'un écosystème ? Alors un écosystème, pour faire simple, c'est l'ensemble qui est constitué par des êtres vivants, faune et flore, et l'environnement. Donc vous avez des écosystèmes océaniques, vous avez des écosystèmes côtiers, des écosystèmes terrestres. Donc, pour les écosystèmes terrestres, on parle par exemple des forêts ou des zones montagneuses. Alors, je précise que selon donc, ce rapport, l'augmentation de degré aura un impact sur l'extinction d'espèces. Alors si on ne dépasse pas les 1,5
5 degrés, entre 9 et 14% des espèces seront impactées. Au-dessus de 2 degrés, ce sera entre 10 et 18% des espèces. Et si l'on atteint les 3 degrés, alors là, ça pourrait être jusqu'à 29% des espèces. Les sociétés humaines seront-elles aussi impactées? Quels sont déjà les signes qui le montrent au quotidien? Alors, juste, je voudrais revenir sur la perte de biodiversité. Là, ce que vous donnez, c'est des chiffres moyens. On voit effectivement que la perte de biodiversité, elle augmente avec le degré de réchauffement. On a déjà aujourd'hui des régions qui sont particulièrement vulnérables en termes de perte de biodiversité. C'est le bassin amazonien, c'est l'Afrique équatoriale, le sud de l'Afrique, c'est aussi la Sibérie et puis par exemple le centre de l'Australie. Et on voit que lorsque l'on va à un degré de réchauffement de 3 degrés, qui correspond aux trajectoires sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, eh bien on a des pertes de biodiversité qui sont au-delà de 75%. Et je peux aussi donner un exemple qui est très frappant pour moi. Dans un monde à 2 degrés, vous avez 99% des récifs coralliens qui ont disparu. Voilà, donc ça c'est vraiment des images très fortes. Et puis pour revenir à votre question sur les sociétés humaines, eh bien on voit déjà aujourd'hui des impacts qui sont divers. Ça peut être sur la ressource et la disponibilité en eau, ça peut être sur la sécurité alimentaire, ça peut être tout simplement sur la santé, ça peut être sur des choses peut-être plus légères, mais pas forcément le tourisme, et puis bien sûr sur l'économie et les emplois. Alors pour évoquer des chiffres de ce rapport, pour vous parler de sécurité alimentaire, selon le rapport, 8% des terres agricoles ne seront plus cultivables d'ici 2100, avec l'augmentation de plus d'1,5 degré. Et comme on ne sait pas encore comment évoluera la démographie mondiale, ça pourra sûrement poser des problèmes pour nourrir plus de personnes avec moins de terres cultivables. C'est l'une des conséquences. Vous avez parlé des conséquences notamment dans le domaine de la santé aussi. Selon le rapport, la France serait menacée avec près de 4000 morts par an dues à cause des vagues de chaleur et la montée de la mer. Enfin aussi pourrait impacter 1 milliard de personnes vivant sur les zones côtières. Ce sont des zones où le monde se regroupe de plus en plus. Oui, alors en fait, on sait que la population sur les littoraux va augmenter d'à peu près 10-15% d'ici 2050, ce qui pose effectivement ce problème de ces régions côtières qui sont très vulnérables. Alors d'abord, tout simplement parce que la mer monte, donc finalement elle gagne du territoire, parce qu'il y a un effet finalement de salinisation des eaux qui rentrent, et puis c'est des zones qui deviennent très vulnérables aux tempêtes à cause des submersions marines. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a vu en France lors de la tempête Xynthia en 2010. Vous avez une tempête, vous avez une dépression, il y a un petit effet d'aspiration du niveau de la mer, et donc une submersion marine. Et on comprend bien que si le niveau de la mer est plus élevé dans 50 ans, eh ben pour une tempête beaucoup plus petite que Xynthia, vous allez arriver à la même catastrophe et aux mêmes submersions marines. Donc c'est vraiment des zones très très vulnérables. Alors troisième et dernier message fort, les efforts d'adaptation. Donc le GIEC les reconnaît, menés dans toutes les régions, mais affirme qu'il faut aller encore plus loin et que les décisions prises à court terme auront un impact décisif sur les années à venir. Alors où est-ce qu'on en est dans les efforts d'adaptation aujourd'hui? Oui, alors le constat majeur de ce rapport, il est très sévère sur l'adaptation. Il dit que l'adaptation existe aujourd'hui dans tous les secteurs et tous les territoires, mais que c'est une adaptation qui est trop lente, qui n'est pas à la hauteur de la rapidité du changement climatique, qui reste au niveau local et qui est très fragmenté. C'est souvent des initiatives locales, mais il n'y a pas une organisation sur la grande échelle. Et puis ce rapport vient pointer que la plupart des adaptations aujourd'hui sont réalisées pour le court terme et qu'elles ne seront pas valables à long terme. Alors je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans les constructions, il y a la notion de bien-être estival, c'est-à-dire comment être chez soi sans trop souffrir lorsqu'il y aura des vagues de chaleur. Et la référence qui est prise pour les vagues de chaleur, c'est la canicule de 2003. Or, la canicule de 2003, enfin l'été 2003, ça nous apparaîtra comme un été normal au milieu du siècle. Donc on se trompe de référence, il faudrait prendre des références beaucoup plus élevées pour que ce soit finalement une adaptation sur le long terme. Et puis il y a aussi la maladaptation. On voit par exemple, on sait que sur les petites îles dont on a parlé, pour se protéger de l'élévation du niveau des mers, on a envie de construire des digues. C'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, les îles ont la capacité naturellement
à gagner du territoire sur la mer par transfert et dépôt de sédiments lorsqu'il y a par exemple des cyclones. Et dès que vous mettez une digue, eh bien, vous empêchez finalement cette reconstruction naturelle. Donc ce que dit ce rapport, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la maladaptation. Et d'ailleurs, ce rapport donne des bonnes, entre guillemets, solutions et se présente comme un peu une feuille de route pour les décideurs pour ces aspects d'adaptation. Quelles peuvent être les limites à l'adaptation, les limites économiques, les limites de la volonté politique ? Alors, il y a évidemment des limites financières, hein. L'adaptation, ça a un coût. Il y a des limites politiques, c'est plus l'absence de volonté politique quelquefois. On voit par exemple en Australie, qui est quand même un territoire soumis à énormément d'événements extrêmes, il y a quand même un manque de volonté politique. On peut aussi avoir des fois un frein qui est juste dû au ressenti. Par exemple, en Europe, on n'a pas forcément un ressenti d'urgence pour s'adapter au changement climatique. Donc voilà, il y a plusieurs freins qui sont possibles. Alors, le rapport met aussi en avant la notion de développement résilient. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors le développement résilient, ça signifie que lorsque l'on va, je vais donner des exemples hein, parce que c'est un peu abstrait, mais que lorsque l'on va faire un développement, il faut vraiment le penser dans un cadre large, dans le cadre du changement climatique. Donc par exemple, lorsque l'on pense à l'entretien des forêts, eh bien on peut se dire, voilà, je suis sur un territoire où finalement la disponibilité en eau va diminuer au cours des années, des décennies à venir. Peut-être que je peux réfléchir à planter d'autres types d'arbres. Ça vaut aussi pour les semences et les cultures. Quel type de semences, quel type de culture auquel je peux penser, quelle va être l'irrigation nécessaire et regarder finalement est-ce que la région va souffrir finalement de disponibilité en eau. Donc il y a vraiment cette idée que le développement doit se faire de manière pensée et éventuellement avec dans l'idéal, pas éventuellement, mais avec des co-bénéfices, à la fois pour les populations et pour les écosystèmes. Alors le GIEC ne donne pas de directive politique directe. L'objectif, c'est d'être une feuille de route pour les décideurs. Vous, comment est-ce que vous voyez ce rapport ? C'est comme une feuille de route, c'est comme une... Alors c'est exactement ça, hein. Le GIEC ne donne pas de recommandations. Il met vraiment sur la table, et pour chacun de ces 3 volets, hein, l'état des connaissances. Dans le volet 2, à la demande des gouvernements, il y a des stratégies d'adaptation qui sont proposées selon les secteurs et selon les territoires. Et il doit vraiment être lu comme une feuille de route. Les décideurs doivent s'en emparer. Et puis, ça doit aussi être discuté dans la société, hein, bien sûr. Ce n'est pas le scientifique qui doit dire ce que l'on doit faire, bien sûr. Mais lui doit mettre sur la table l'état des connaissances. Alors, la guerre en Ukraine a un peu éclipsé médiatiquement la sortie de ce rapport. Est-ce que vous le comprenez ou est-ce que vous êtes quand même déçu de l'intérêt médiatique donné à ce rapport ? Alors je crois qu'il n'y a pas que la guerre en Ukraine, hein. Moi j'ai été signataire d'une tribune bien avant, hein, quelques semaines avant, qui a été signée par 1400 de mes collègues aussi, où on alertait les médias sur le fait qu'il n'y avait pas assez de questions posées aux candidats à la présidentielle sur les aspects du changement climatique, parce qu'on pense que le changement climatique c'est un sujet éminemment politique, parce qu'on l'a dit, ça touche la santé, ça touche l'économie, ça touche la sécurité des personnes. Lorsque vous avez des pluies diluviennes, il faut assurer la sécurité des personnes et les extraire de ces territoires. Et donc c'est vraiment le moment de discuter en se basant par exemple sur le rapport 2 de vers où on va, vers où on souhaite aller et comment on souhaite s'adapter. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est déjà trop tard pour agir ou... Alors, il est absolument pas trop tard, mais il faut agir maintenant. Alors, on sait que le changement du climat, le système climatique a une certaine inertie, donc le changement de notre climat sur les décennies à venir et jusqu'à peu près 2040-2050 est écrit par ce que nous avons déjà rejeté dans l'atmosphère sur les dernières décennies. Par contre, nous avons complètement le choix du type de changement climatique, du degré de réchauffement que nous aurons à partir de la deuxième partie du XXIe siècle. Et la COP26 l'a bien montré, hein, si on réduit dès maintenant de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2050, on peut encore être sur des trajectoires où on va dépasser 1,5 degré, mais on va rester en dessous de 2 degrés. Donc on a encore la maîtrise et la possibilité vraiment de stabiliser en fait ce réchauffement.
il y a régulièrement des manifestations, des marches pour le climat qui sont organisées. Est-ce que vous avez le sentiment que la prise de conscience est en train de se faire ou que c'est encore assez limité? Alors, mon ressenti personnel est qu'il y a vraiment une prise de conscience au niveau individuel, en particulier chez les jeunes, dont le changement climatique est vraiment une préoccupation. Après, il y a peut-être un gap, enfin un saut entre la prise de conscience et puis l'action que l'on peut faire, sachant qu'en fait, on sait très bien qu'au niveau individuel, on peut agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est limité à 25-30%. Après, il doit y avoir des décisions politiques. Par exemple, vous ne choisissez pas quel est votre mix énergétique. Voilà, il vous est imposé, mais par contre, vous pouvez décider qu'à l'avenir, vous aimeriez qu'on vous propose des plans un peu différents, puis vous aimeriez pouvoir choisir. Et donc le 3e volet du rapport est attendu en avril. Donc on devrait y voir des solutions pour réduire des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport? Alors, oui, le 3e rapport va être disponible le 4 avril. Donc c'est un rapport qui est entièrement dédié à l'atténuation du changement climatique, sachant que adaptation et atténuation doivent être menées en parallèle. On doit à la fois s'adapter parce qu'on sait que le changement climatique est en marche, et on doit à la fois essayer d'atténuer pour ne pas aller vers des degrés de réchauffement qui seraient très difficilement gérables. Le volet 2 du rapport dit clairement que l'adaptation devient vraiment complexe au-delà de 1,5 et 2 degrés. Et donc ce que l'on attend, enfin ce que les décideurs doivent attendre de ce rapport, c'est aussi encore une feuille de route sur quelles sont les différentes possibilités suivant les territoires pour atténuer ce changement climatique. Rendez-vous donc le 4 avril pour voir les décisions de ce rapport. Merci beaucoup Françoise Vimeux d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes climatologue donc à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.